T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, à ça, j'aurais craché dessus. Bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous allons aborder la nutrition avant, pendant et après la course avec une professionnelle de la question. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir Alice Michel, qui est à la fois nutritionniste, diététicienne si je ne me trompe pas, et bien évidemment runneuse du collectif parisien Zoom Volt Runner. Bonjour Alice et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de notre amie Mélène. Bien bonjour. Ici présent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait avec toi, Alice, aborder te connaître un peu mieux, et on voulait que tu te présentes d'abord à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi, c'est Alice, j'ai 25 ans et je suis diététicienne nutritionniste depuis 2015. Je pratique aussi la course à pied. Et au niveau de mon travail, donc je fais beaucoup de consultations et suivi nutritionnel auprès de sportifs avec à peu près tous les sports. D'accord. Et tu as commencé la course à pied La course à pied, ça fait une bonne dizaine d'années que je pratique et je m'y suis vraiment mise depuis que je suis sur Paris. Ça fait à peu près maintenant 7 ans. D'accord. Et tu as fait que ce type de sport-là pour l'instant? Que de la course à pied, ouais. Tu veux dire alors avant, quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse et après j'ai changé un peu vers la course à pied, ouais. D'accord. Et c'est vrai que tu as plutôt des performances intéressantes, hein. Ça court très très vite. Ça court très très vite, effectivement. Ouais. On disait tout à l'heure, moi j'avais fait le 10K de Paris-Centre l'année dernière où tu étais meneuse d'allure, donc j'ai vu effectivement que ça allait très très vite. Si tu as 2-3 chronos pour donner un ordre d'idée... 35 minutes au 10K. Ouais, exactement. 1h15 au semi. Ouais. Et là, tu nous disais en off avant qu'on commence que tu visais Valence, à retourner sur un format marathon. Ouais, je fais le marathon de Valence le 4 décembre, là, dans 2 semaines et demie. Pour viser un chrono de... J'aimerais bien moins de 2,45 et me rapprocher le plus possible des 2,40. Voilà. Donc, ça va très très là, vite. on pose les bases, ok. Et évidemment, tu cours, donc je l'ai évoqué dans l'introduction, avec un groupe de sympathiques coureurs et coureuses, le Zoom Volt Runner, avec une baseline qui est assez sympa, Go Fast or Be Last. Nous, on serait plutôt last que fast. On est toujours plus fast que quelqu'un. Toujours plus fast que quelqu'un. C'est sûr. C'est une bonne réplique. Et on vous reconnaît vos couleurs fluo, quand même. Il faut le dire. C'est un peu le... On aime bien nos couleurs noir et volt. On aime bien les mettre en avant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe de coureurs et de coureuses dont tu fais partie? Club maintenant. Ouais, c'est un club attends, maintenant, exactement. Ne spoil pas. Exactement, donc on est un groupe de coureurs. Ça a commencé en 2014 où ils étaient peu nombreux. Et en fait, ça a fait que de grandir depuis maintenant aujourd'hui. Et il y a 1 an, là le club, on est devenu un club depuis 1 an et 3 mois, puisque là on rentre dans sa 2e année. D'accord. Et on a tout le temps, on grandit vraiment au fil des années. Il y a de plus en plus de monde qui demande à nous rejoindre. Du coup, ça fait vraiment grandir l'effectif. On a à peu près, là, on est une 60aine, avec à peu près 30% de filles, donc c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a des gens qui souhaitent rejoindre le club, ils peuvent potentiellement vous contacter et voir s'il y a encore de la place. Ils peuvent nous contacter sur notre page Instagram, oui. D'accord. Et vous êtes exclusivement basé à Paris, mais
n'importe qui peut rejoindre. Alors après, on aime bien quand même que pour les entraînements, les gens soient présents et s'investissent quand même dans le club. Alors c'est vrai qu'avoir des gens dans le sud, dans le nord pas et simple. tout, c'est pas hyper simple, même pour eux, s'intégrer au groupe et tout, qui est quand même une ambiance conviviale. Ouais. Sinon, c'est un peu compliqué et c'est toujours plus sympa que ce soit nos potes d'entraînement, quoi. Et déjà, cette structure d'entraînement, tu parles des entraînements, avant de devenir un club, vous aviez aussi cette routine, Ouais. même si c'était informel, de vous retrouver et de vous entraîner ensemble. Ouais, exactement. En Peu fait, importe le niveau. avant, on était, enfin, c'est un groupe de potes à la base vraiment, et donc l'idée c'était de se retrouver tous les mardis soirs, et on est encore les mardis soirs d'ailleurs, sur la piste. Donc on s'entraîne vers Vincennes, Porte Dorée, la Ouais. piste d'Alain Mimoun pour ceux qui connaissent. C'est là où on s'était Vous avez croisés passé il y a quelques quelques années, quelques voilà. années. parfois. Effectivement. Et du coup, on a le mardi soir où c'est la grosse séance commune avec tout le monde de piste, et le dimanche matin où on s'entraîne autour du lac Daumesnil pour les sorties longues. Et après, l'idée, en fait, c'est vraiment qu'on ait un objectif commun tous ensemble. Donc là, c'est le marathon de Valence. Tous, on est un peu plus d'une quarantaine à le faire. Et on a un plan commun. Donc, en fait, toutes nos semaines, en fait, les 43 personnes suivent les mêmes entraînements. Donc, pour Faut échanger varier et les tout, allures c'est seulement, plus ouais. sympa, ouais. Ok. On a des groupes d'allure, en fait, vraiment. Donc, c'est cool. Et vous, Ok. vous aviez pas organisé un 10K pendant le confinement quand il y avait plus du tout de course, un truc Ouais, c'était une course un peu sauvage. Donc... Il faut pas trop en parler. Mais, non. On avait le droit de courir. Ouais, donc ouais, on avait fait on Le a non fait officiel. 2 même, et c'est vrai que c'était super cool parce qu'en fait tout le monde continue à s'entraîner pendant le Bien sûr. confinement, même si tout était caché sur Strava. Et en fait, les gens avaient quand même envie de se tester parce qu'il n'y avait pas de course. Donc nous, on s'est dit, on va voir un peu où on en est tous au niveau de nos niveaux, et on a proposé à d'autres personnes qui voulaient se joindre et se tester aussi. Venir faire le 10K, donc on a mesuré un parcours dans le bois de Vincennes et on s'est fait ça en off tous ensemble. Et Sympa. c'était cool, ça a bien pris, je pense que les gens ils ont bien aimé et nous aussi d'ailleurs. On en avait fait un, nous, et je crois qu'on était 3. C'était pas organisé de la même manière. Je sais pas, Mais si, le jour où il neigeait là, à Vincennes. quel un enfer. enfer. Quel enfer. Ouais, Pareil, non, on s'est dit, c'était tiens, ça horrible. fait longtemps qu'on a pas Horrible. fait une course. Pendant le on va confinement essayer. Ouais, je sais plus, c'était pendant le 2e, je pense. Enfin, c'était la période où t'avais le couvre-feu Ah ouais, et avec tout, le donc on couvre-feu était et tout, allé ouais. courir un dimanche matin, là, il neigeait pendant le truc, c'était un peu un enfer, mais... Non, c'est sympa de pouvoir aussi organiser un petit peu des compètes et de pouvoir se jauger quand il y a rien. C'est vrai que c'est dur de rester motivé aussi quand t'as pas Ouais, d'objectif. il donc, faut avoir des objectifs, c'est vrai que c'est ce qui nous motive à courir, quoi. Puis là, ça permet aussi de retrouver, parce qu'il y a, dans le running parisien, les gens se connaissent un peu tous quand même. Donc c'est vrai qu'on pouvait retrouver d'autres crews, des potes qu'on voyait pas forcément pendant le confinement et tout. Donc non, c'était un bel événement. Bonne occasion. Ouais, en tout cas, c'est cool. C'est vrai que ça motive de s'entraîner en groupe. Hein, on le voit, hein. C'est toujours très dur de s'entraîner seul. Donc c'est vrai que ça motive. Et puis c'est vraiment sympa de pouvoir se donner un objectif commun. Comme ça, tout le monde est dans la même direction. Peu importe son niveau, il va s'entraîner et suivre le même plan. Ouais, je pense que c'est C'est vraiment la assez, chance qu'on a, c'est c'est assez qu'on a motivant. tous, quel que soit à peu près notre niveau, on a un groupe, et là, hier par exemple, on avait des 800, on a tous un groupe et on suit, et ça passe beaucoup plus vite que si on est tout seul, quoi. Sur la piste, dans la nuit, l'hiver, c'est moins sympa, quoi. Surtout clair. le 800 qui fait du mal, généralement. Donc, Ouais. pas facile. Et du coup, pour parler un petit peu de l'alimentation, pour introduire un peu le sujet, comment est-ce que toi, t'es venu justement sur ce métier? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet? C'est vrai que déjà, le fait de pratiquer du sport, on s'intéresse un peu, on se pose des questions. Et donc, c'est à partir du sport, en fait, vraiment que j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, en fait, ses performances sportives. Et on tombe très rapidement sur l'alimentation, la nutrition. Et quand on se penche un peu plus sur le sujet, on se rend vraiment compte que dans la nutrition sportive, c'est vraiment... Il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut travailler pour optimiser ses performances, qu'il n'y a pas forcément dans une alimentation, j'ai envie de dire, des personnes qui ne font pas du tout de sport, quoi. Vous avez plus une alimentation avec les recommandations de l'ANSES, les recommandations un peu plus... 5 fruits et légumes type. par jour. Voilà, exactement. Le 5 classique. fruits et légumes la veille du marathon, je suis pas sûre que ça y passe, quoi. C'est un peu notre talon d'Achille, l'alimentation. On est plus base de Kinder Bueno, quoi, tu vois. Ouais. On y travaille. On essaye, mais c'est pour ça que ça nous intéresse pas mal. Et donc toi, tu as décidé d'en faire ton métier depuis plusieurs années, tu Ouais. disais. Donc c'est juste pour ceux qui écoutent, c'est quoi? C'est une formation avec
sur plusieurs années. C'est quoi le type de formation un peu Alors, il y a un diplôme de diététicienne nutritionniste qu'on peut passer au bout de 2 ans. D'accord. Après, moi, je me suis spécialisée dans la nutrition sportive. Donc là, c'est une licence, donc la troisième année. Et après, il y a des masters encore plus au bout de 5 ans, du coup, enfin M1, M2, sur la nutrition aussi, donc aussi sur la nutrition sportive. Donc là, tout de suite, tu t'es orienté sur la partie sport et performance. Ouais, en fait, même dès la première année, dans l'école que j'ai faite, ils proposaient une option nutrition sportive pour ceux que ça intéressait dès le début. Donc en fait, dès la première année, j'étais déjà dans le sujet, quoi. Très bien. Mais du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, justement. Ouais, t'avais une petite question. Non, j'allais juste rappeler, j'ai pas forcément le chiffre exact en tête, mais c'est souvent une cause d'abandon sur marathon, la partie alimentation, parce qu'on peut avoir des troubles digestifs qui sont un peu gênants. Donc c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut manger la veille, comment s'alimenter un peu au quotidien aussi pour optimiser les performances. Et puis pendant un effort long, sur l'handicap, on se pose pas forcément la question, mais qu'est-ce qu'on va manger ? Parce que quand on fait un marathon ou quand on fait du triathlon L ou XL, à un moment donné, il faut recharger un peu la machine. Donc, quand ça dépasse une certaine durée, il faut commencer à. On s'est beaucoup posé de questions sur l'Iron. Qu'est-ce qu'on va bouffer ? Qu'est-ce qui est bon ? Un peu comment ça s'organise. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps. Donc c'est top. Peut-être en amont, est-ce que tu peux nous reposer un petit peu les bases, ce qu'il faut avoir en tête, un peu les grands principes de la nutrition, les glucides, lipides, un petit peu ces choses-là, pour qu'on puisse tous partir avec les mêmes connaissances et ensuite avancer un peu sur le sujet. Ouais, il y a 3 macronutriments, c'est les 3 seuls qui existent en fait dans l'alimentation. C'est donc glucides, lipides et protéines. Et ils ont tous un rôle complètement différent en fait pour le corps et l'organisme. Mais il n'a vraiment aucun bannir. C'est ça qu'il faut quand même. C'est hyper important parce que les lipides, souvent, ils vont, on va dire, c'est ceux qui font grossir. On a tendance à penser ça, alors que non, pas du tout. Les glucides, pareil, il y en a qui vont dire on va les éliminer un peu de l'alimentation. Non, moi, je suis pas du tout partisane de ça et vraiment faire un équilibre sur les 3. Les glucides, donc il y a 2 types de glucides. Avant, on disait sucre lent, sucre rapide. Maintenant, on parle plus de glucides complexes et glucides simples. Ok. En fait, c'est en fonction de leur composition. Les glucides complexes, c'est un assemblage de plein de molécules de glucose. Alors que les glucides simples, ça va être une seule molécule de glucose. Donc après, au niveau de leur absorption et de leur index glycémique, je pense qu'on en parlera un peu après de l'index glycémique, ça va surtout se jouer au niveau de ça, leur différence des deux. Okay. Donc les glucides, on les trouve dans tout ce qui est féculent et tout. C'est ça que tu voulais dire. J'allais donner un exemple concret. Donc les glucides, c'est tout ce qu'il va y avoir dans les féculents, les céréales, le blé, l'avoine, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre. Donc là, on trouve des glucides. Et après, aussi pour les glucides simples, c'est tout ce qui va être un peu plus sucré, le miel, le sucre, les Kinder Bueno que tu me parlais tout à l'heure. Là, il va y avoir des glucides simples. Et dans les gels aujourd'hui qu'on retrouve en course à pied, là c'est des glucides simples. C'est des glucides, Ok. Ouais, pour avoir justement le petit boost, de l'énergie rapidement. Ouais. Parce que comme c'est des glucides simples, ça s'assimile plus rapidement au niveau intestinal et donc ça fait monter la glycémie plus rapidement. Mais ça peut partir aussi très vite. On peut avoir exactement, le down. T'as le pic d'insuline qui derrière fait que t'as faim. Après, on a. Ça, tu connais, Mélène, ça. L'hypoglycémie. Pas l'hypoglycémie, mais la faim. La faim. J'ai toujours faim. Après, les protéines, très important chez le sportif, c'est ce qui va permettre la construction musculaire et notamment, ça intervient aussi dans toutes les cellules du corps. Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs et les protéines d'origine végétale qui sont de plus en plus répandues et dont on parle de plus en plus. Là, ça va plus être tout ce qui est au niveau des légumineuses, pois chiches, lentilles, fèves, et produits laitiers, fromage, le tofu aussi pour les protéines végétales. Et après, on avait les lipides. Donc les lipides, pareil, il y a différentes sortes. Il y a les acides gras saturés. Là, c'est ceux qui vont un peu être considérés comme les mauvaises graisses. Parce qu'au niveau des cellules, en fait, quand ils vont se mettre, ils sont saturés et ça va diminuer la fluidité des cellules. Et donc les échanges cellulaires, ils vont être moins efficaces en fait que si c'est des acides gras insaturés. Là, on va trouver plus dans l'huile d'olive, ce qui est plus intéressant du coup pour l'organisme parce que ça permet une meilleure fluidité sanguine en fait. D'accord.
Et aussi dans les acides gras saturés, il y a des oméga et ça permet aussi tout ce qui va être antioxydant pour l'organisme et tout. Donc là, tu insinues que les acides gras saturés, il vaut mieux les éviter ? Ouais, en gros, alors faut mieux c'est tout ce qui va être dans le beurre, la crème, c'est ceux qui... J'avais posé la question du beurre. C'est plus ceux qui pour faut un breton, c'est éviter, quand même ça, c'est dommage. Ouais. Le beurre salé, apparemment, c'est... Ah oui, c'est le beurre salé. Ah oui, le beurre salé, ça passe, avec apparemment. Le temps, Ok, ouais, donc faut soit les éviter ou vraiment les limiter au maximum, quoi. Ouais, les limiter, après on peut quand même, en prendre, mais c'est vrai qu'à privilégier, on privilégie les acides gras insaturés. Ok. Et comment on équilibre un peu tout ça ? Il y a une règle un peu à avoir en tête, ou quand on fait son assiette, on se dit qu'est-ce qu'on va... Bah en gros, quand tu fais ton assiette, l'idée c'est d'avoir, si tu la coupes en 3, d'avoir un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de légumes. Et après, en fonction, alors là c'est vraiment pour l'alimentation de base, pas pour le sportif du coup que je te parle, si ça va être quelqu'un qui cherche à perdre du poids, on essaie de diminuer d'augmenter un peu les légumes. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir une sortie longue le lendemain, on diminue les légumes et on augmente les féculents. Donc là c'est vraiment propre à chaque personne. Ok. Et à l'effort que tu fais le lendemain, en fait, ouais. Et si on parle vraiment en termes de sport, ce que tu cherches à faire en fait avec ton alimentation. Tu vois, si tu vas courir à jeun le lendemain, bah peut-être il faut privilégier les glucides la veille. Si t'as fait une séance juste avant, peut-être là faut mettre plus de protéines. On va y revenir. Attends, franchement, j'ai jamais vraiment pensé à ça. C'est vrai. Toi, tu fais les courses à jeun. Non, mais c'est ouais. vrai que non, mais les courses, pas les courses à jeun, mais je faisais quelques séances à jeun pendant le prépa Ironman pour habituer un peu le corps et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, je me posais pas du tout la question de ce que je mangeais la veille, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, l'alimentation, elle se fait vraiment sur la semaine et en fonction de ton planning sportif, quoi. On va y revenir un peu après. On fait juste les 2-3 définitions, comme ça on pose un peu les bases. On entend aussi pas mal parler d'équilibre acido-basique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ? Alors l'équilibre acido-basique, c'est en fait au niveau... alors le corps, il est en homéostasie tout le temps. L'homéostasie, ça veut dire qu'il cherche à avoir un équilibre permanent de tous ses paramètres au niveau de l'organisme. Et donc l'équilibre acido-basique, c'est l'homéostasie du sang. Et l'homéostasie du sang, elle se mesure avec le pH. Donc le pH, c'est potentiel hydrogène. Et l'équilibre acido-basique, en fait, ça veut dire qu'on va chercher à avoir un pH neutre. Un pH neutre, c'est 7, parce que le pH, il est entre 0 et 14. Donc neutre, on est à 7. Le pH sanguin, il faut savoir qu'il se situe c'est précis, entre 7,38 et 7,42. Et il ne peut pas y avoir beaucoup d'évolution, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes derrière, quoi. Enfin, c'est vraiment très précis. Donc au niveau de l'alimentation, il va y avoir des aliments qui vont avoir un pH en dessous de 7. Dans ce cas-là, on va dire que c'est des aliments qui ont un pH acide. Et les aliments qui ont un pH au-dessus de 7, c'est des aliments qu'on dit qui sont basiques ou alcalins. Et l'idée, c'est d'avoir une alimentation qui permet de neutraliser en fait l'acidité, parce que c'est l'acidité qui est négative pour l'organisme, et d'avoir une alimentation plutôt alcalinisante. Ça veut dire avec plus des aliments basiques, qui ont un pH basique. Donc les aliments à pH basique, c'est tout ce qui va être les fruits, les légumes. Tout ça, c'est basique. Et par contre, tout ce qui est d'origine animale, donc produits laitiers, les viandes, le café, bon, c'est pas d'origine animale, mais le café, le tabac, l'alcool, tout ça, c'est... Ah ouais, tout ce qu'on aime, quoi. C'est vraiment alcalinisant. Ça, c'est acide, ok. Après, il y a beaucoup, juste pour rebondir, il y a quand même beaucoup de choses de mode de vie aussi qui influent sur ça, notamment le stress, le sommeil. Et une activité physique trop intense aussi fait une acidité dans le corps. Oui, parce que l'activité physique génère de l'acidité dans le corps, en fait. C'est ça, oui, exactement. Ouais. C'est bien d'en avoir une activité physique raisonnée n'aura pas d'impact, mais si elle est vraiment trop poussée, l'activité physique, elle va avoir une incidence sur l'équilibre acido-basique. D'accord. Derrière, il faut adapter l'alimentation pour essayer de réguler un peu tout ça. Après, il y a quand même des systèmes dans le corps, le système tampon, donc qui fait qu'en fait, il y a des petites substances qui peuvent agir un peu pour soit augmenter le pH, soit le diminuer. Et donc ça, c'est un des systèmes. Il y a le système rénal aussi et le système pulmonaire qui permet d'évacuer s'il y a trop d'acidité dans le corps ou dans l'organisme. Il a ses limites, quoi, ces systèmes de protection. Ça a ses limites. Une fois que ça a ses limites, ouais. Par contre, ça peut faire des conséquences sur l'organisme. Mais du coup, tu vois, je savais pas que le stress pouvait aussi avoir une incidence sur... C'est un des pires, en fait. Ah ouais, d'accord, ok.
L'alimentation et le stress, c'est les pires, ouais. Un surmenage, ouais. Pas faire de compète, quoi. Après, il y a le stress Voilà. positif et le stress négatif. Hein. Oui, c'est bien de le rappeler. Et du coup, mais juste sur l'équilibre acido-basique, peut-être qu'on en parlera plus tard pour éviter des blessures. Est-ce que ça a un rôle aussi Ouais. C'est ça qui peut engendrer... Ouais, ça a un rôle au niveau de la déminéralisation, en fait. Parce que si, du coup, il y a trop d'acidité, il va falloir contrer cette acidité dans le corps et il va falloir aller chercher des minéraux, du coup, pour contrer cette acidité. Et on va aller chercher dans les muscles, dans les tendons. Et donc ça, en fait, du coup, on va déminéraliser, en fait, les muscles, les tendons. Et derrière, évidemment, ça peut causer des blessures. Okay. Et acidité aussi, juste pour le redire, il y a tout ce qui est aliments transformés, aliments ultra-transformés et aliments industriels. Industriels, ok. Ouais, tout ça, il y a beaucoup d'acidité. De par la composition des substances qui sont rajoutées dans la production d'aliments industriels. Ouais, exactement. Okay. Les plats tout faits, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Les maris... Faut mieux faire soi-même. Ouais. C'est les plats tout faits. Ah oui. En autre définition, tu as déjà un peu abordé l'indice glycémique, pic d'insuline aussi, c'est des choses qu'on entend pas mal, ouais. qui dépend du coup un peu des glucides. Est-ce que tu peux nous éclairer aussi sur le donc sujet? L'index glycémique, ouais, c'est en fait on va mesurer un aliment, l'impact au bout de 30 minutes qu'on va l'ingérer, la montée de glycémie qu'il va engendrer dans l'organisme. Donc on se base sur 100%. 100% c'est 50 grammes de glucose. Donc quand on ingère 50 grammes de glucose, en gros la glycémie elle monte de 100%. Et pour les autres aliments, donc c'est notre référence, le glucose, on va les doser comme ça en ingérant un aliment au bout d'une demi-heure de combien a monté notre glycémie. Si un aliment est inférieur à 50 au niveau de l'index glycémique, on considère qu'il a un index glycémique bas, et au-dessus de 50, il a un index glycémique haut. Et pourquoi on parle d'insuline ? Parce que l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Et en fait, quand on va assimiler des glucides, c'est l'hormone qui est sécrétée pour permettre à ces glucides en fait, d'être stockés dans l'organisme. Donc plus un produit va avoir un index glycémique élevé, plus il y a de l'insuline qui va être produite par le pancréas. Et un surplus d'insuline, en fait, va engendrer derrière un pic d'insuline. C'est pour ça qu'on appelle le pic d'insuline. Quand un aliment a un index glycémique trop élevé, l'insuline va être très rapidement élevée. Et c'est pas bon pour le corps d'avoir des variations trop importantes dans l'organisme. Il faut essayer de lisser au maximum. Ouais. Parce qu'après, le pic d'insuline, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, va engendrer derrière, ça va baisser rapidement. Et en fait, c'est quand ce pic d'insuline va rebaisser très vite, il va redescendre en dessous du taux de la normale. Et en dessous de ce taux de la normale, on va avoir faim en fait. Ah ouais, on va avoir envie de sucre, puisqu'on n'aura plus assez de sucre dans le sang. Et c'est là qu'on va reconsommer. Et en général, c'est le petit grignotage qu'après les bonbons. Kinder Bueno, quoi. C'est ça. Ouais. Le fameux. Non, mais est-ce que c'est un lien ? Je fais une parenthèse, mais je pense que c'est lié sur les jeûnes intermittents. Souvent on dit dans les jeûnes intermittents, si t'as faim sur les coups de 11h ou 10h, tu prends plutôt une banane, un truc comme ça, et surtout tu vas pas te mettre un pic comme ça avec du sucre. Ah ouais, de toute façon, c'est pas que pour les jeûnes intermittents en fait. Même pour une collation du 16h, on va pas juste prendre un truc qui fait monter la glycémie d'un coup. Il vaut mieux prendre avec, si quelqu'un a envie de prendre à 16h, je sais pas, un Kinder Bueno justement, qui prenne en plus un produit laitier ou une banane ou un truc avec, parce qu'en fait quand on couple deux aliments dont un qui a un index glycémique élevé, ça va abaisser en fait l'index glycémique en entier quoi. Ok, ouais. Okay. Les deux ensemble vont abaisser l'index glycémique. Donc je sais pas si c'était très clair, mais... Ouais, il vaut mieux prendre... il vaut mieux prendre un autre truc avec mon Kinder Bueno et je peux toujours... C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, si tu prends ton Kinder Bueno, vaut mieux le coupler à autre chose. Bon, pas un truc hyper sucré non plus, du coup. Plutôt l'inverse. Et ton index glycémique baissera et t'auras pas refaim 1h30 après, quoi. Ou, soyons très clairs, pour pas donner de mauvais conseils, il vaut mieux manger une pomme ou... Oui, voilà. Mais si tu veux vraiment ton Kinder Bueno, tu prends la pomme avec, quoi. Et du coup, juste pour comprendre un peu le mécanisme, l'intérêt d'avoir un indice glycémique haut ou bas par rapport au sport, quel va être le bénéfice d'un indice glycémique bas, ou justement d'envoyer tout de suite du sucre? C'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est vraiment dans le sport où on va avoir
enfin, j'ai envie de dire l'utilité d'avoir un index glycémique élevé, parce que quand on va être en compétition sur un semi-marathon par exemple, il y a un moment où l'organisme va avoir besoin de sucre rapidement parce qu'on aura déjà bien puisé dans les réserves. Et là, en fait, si on lui donne quelque chose qui a un index glycémique faible, bas, ça n'aura pas d'intérêt parce que ça va mettre du temps à arriver au niveau du sang et à donner de l'énergie rapidement, quoi. Alors que si on lui donne les fameux gels qu'on connaît ou les boissons, les boissons d'effort, là il y aura du sucre qui va arriver rapidement dans le sang et qui va pouvoir être utilisé tout de suite en fait. Donc fournir de l'énergie et le fameux petit coup de boost. Tout à fait. D'accord. On en avait parlé un peu sur un épisode sur la course à pied, justement, parce que pour que la machine fonctionne, on va puiser dans des réserves, et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir alimenter un peu en continu le long de l'effort, parce que sinon, on n'a plus de quoi alimenter les muscles, c'est ça. Ouais. Ok, très, très clair. Ces réserves de glycogène, en fait, qui vont dans les muscles, on a des réserves de glycogène, et quand on fait du sport, elles vont être utilisées, et au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, il faut bien redonner à la machine de l'énergie, quoi. Surtout quand on court à potentiellement haute intensité, quoi. Enfin, dès qu'on dépasse l'endurance. C'est une certaine durée, ouais. C'est pas vraiment au niveau de l'intensité, c'est plus au niveau de la durée de l'effort. Ouais. Est-ce que je fais une autre parenthèse, quand on parle de recharge de glycogène, est-ce que ça a un lien avec la course le matin, par exemple, à jeun? Est-ce que c'est ça qu'on va chercher, d'habituer son corps et ses muscles à travailler avec une recharge faible? Ah oui, tu veux dire oui, parce qu'en fait c'est là, ça, on est sur c'est ce lien-là. Alors le fait de travailler à jeun, c'est habituer en fait, c'est ça, c'est que son corps puisse aller chercher une autre filière énergétique puisque les réserves de glycogène seront un peu plus faibles puisque la nuit est passée, etc. Et qu'il y a pas eu d'énergie, enfin il y a pas eu d'apport juste avant d'énergie. Donc en fait là les filières énergétiques vont se mettre en place et vont vite se dire il va me falloir une autre filière énergétique, et donc là souvent ça va se retourner vers la lipolyse. Donc la lipolyse, là on va aller chercher dans le tissu adipeux de l'énergie pour pouvoir continuer sa course à jeun, quoi. D'accord, donc c'est les graisses c'est dans le tissu adipeux que ça va aller, okay. Ouais. Et c'est pour habituer le corps à faire cette transition, quoi. Parce que la lipolyse elle est beaucoup plus longue à se mettre en place que la glycogenèse qui va arriver au bout de très rapidement dans la course, 1 ou 2 minutes d'effort, on va être en glycogenèse, quoi. En glycolyse, pardon. Ok. Ouais, donc c'est intéressant ce type d'entraînement pour quand on prépare un effort un effort long, c'est intéressant. Un effort long, habituer son corps à subir Après, ces quelqu'un qui n'est contraintes-là. pas habitué quand même je préfère le dire, à un footing à jeun, pas le faire tout de suite 1h15. C'est footing à jeun. Bon, moi je recommande pas plus d'1 heure déjà quand c'est un footing à jeun. Après, s'il y en a qui sont habitués, bon, voilà. Mais au-delà d'1 heure, je préfère quand même je conseille de manger quand même quelque chose avant, quoi. Et quelqu'un qui n'est pas habitué, commencer par 20-25 minutes. Parce que c'est pas les mêmes sensations non plus que quand on a mangé juste avant, quoi. Ouais, à chaque fois que j'avais faim. C'est ça, quoi. Et plutôt de faire un footing, pas d'effort à intensité élevée. À jeun ? Ouais. Ah non, alors c'est mon avis. Il y a des gens qui vont peut-être dire l'inverse, mais moi, à mon avis, pas de séance à jeun, pas de footing. C'est vraiment des footings, quoi. L'idée, c'est pas d'aller, parce qu'en fait, si le muscle, si on n'a pas d'énergie dans le corps et on va aller dans une autre filière énergétique, pour moi, c'est des coups à se blesser, en fait, de dire à son corps, là, je te donne pas de glucose, je te donne rien, mais quand même, tu vas vite. Donc, en fait, pour notre corps, c'est pas cool, quoi. Alors qu'on peut lui donner à manger juste avant, quoi. Très clair. Non, c'est bien d'en parler parce qu'on entend beaucoup, justement, le sujet de est-ce qu'il faut faire du sport à jeun, est-ce que c'est bien, quels sont les bénéfices. Donc, le sport à jeun, je suis pour, mais pas à haute intensité. Voilà, faut y aller cool, faut y aller petit à petit, faut pas se faire du mal. C'est intéressant, mais faut pas aller trop fort. On en parlait pareil sur la reprise de la course à pied ou des débuts de plan d'entraînement, par exemple. Souvent, on a envie d'aller un peu vite et de forcer un peu, de tirer sur la machine. Et c'est souvent comme ça qu'on se blesse. On n'a pas couru depuis longtemps. Et puis, il y a 6 mois, on faisait tel chrono. On se dit, je vais refaire les mêmes allures. Et hop, on se fait du mal. Du coup, il y a une dernière définition peut-être qu'on peut aborder, c'est probiotique aussi, on en entend pas mal parler. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Alors les probiotiques, c'est plus pour le bien-être du système digestif et au niveau de l'intestin. En fait, on a un microbiote, et ce microbiote, il y a des bonnes et mauvaises bactéries. Donc les bactéries dépendent de l'alimentation qu'on a. Donc c'est vrai que si des gens commencent à avoir des problèmes
de diarrhée, de constipation. De fatigue. De fatigue, ouais, fatigue aussi, ouais. Et, ou même plus de nervosité, ils sont plus irritables, des ballonnements. Bah là, on peut peut-être se dire, si on ne sait pas trop jouer sur quoi, on peut peut-être se dire, c'est peut-être au niveau de la flore intestinale qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, en effet, on peut prendre plus de prébiotiques qui vont, du coup, c'est des bactéries ou des levures qui vont venir au niveau de la flore intestinale se poser dans l'intestin et favoriser une meilleure flore intestinale et un meilleur microbiote. Ça peut s'appliquer, enfin c'est plutôt, pas au quotidien, mais dans une alimentation normale, ou ça s'applique aussi pour le sport? Enfin, c'est vrai que sur des courses longues, le marathon par exemple, il peut y avoir des problèmes gastriques. Est-ce que c'est... Alors c'est plus un truc qu'on va prendre en complément alimentaire, ou alors dans les boissons type kombucha ou j'avais posé la question. Ou les yaourts. Boissons fermentées. Ouais, voilà, exactement. Là, il va y en avoir. Après, c'est pas quelque chose qu'on va prendre pendant l'effort. D'accord, c'est plus en amont, au quotidien plutôt. C'est plus au quotidien, ouais. C'est plus comme les personnes qui vont se complémenter en vitamine C. C'est un peu ça. C'est pour refaire sa flore intestinale, en fait. Très clair. On peut peut-être passer sur la partie avant-course. Ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, effectivement, si on rentre un peu plus dans le détail, on se demandait comment on pourra avoir une bonne alimentation avant, pendant et après la course. Et l'ordre logique, c'est de commencer avant la course. Comment on peut se préparer, avoir une bonne alimentation, pour préparer une compétition, selon toi? Avant la course, donc déjà, je pense que le plus important, c'est vraiment avoir du recul sur son plan d'entraînement. Donc si quelqu'un a un coach sportif ou on lui fait ses plans, vraiment voir où sont positionnées les séances et comment nous on peut les faire dans la journée. Donc si quelqu'un sait que tous les jeudis il va avoir un footing à jeun, le mardi soir ça va être de la piste, enfin en fonction de son emploi du temps, là on peut vraiment essayer de caler les repas en fonction de ça. Et là, donc, c'est le rôle d'une diététicienne, c'est vraiment d'agir sur les repas. Donc par exemple le repas du midi, je sais que j'ai séance de piste le soir, qu'est-ce que je peux mettre le mardi midi et qu'est-ce que je peux mettre le soir après ma séance de piste. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait pas, c'est pas une semaine avant la course qu'on le fait, c'est vraiment sur toute la prépa. Si je sais que je vais avoir une grosse prépa qui arrive, j'essaye de mettre en place le plus vite possible une bonne alimentation. Le but en fait de l'alimentation d'avant-course, c'est vraiment mieux récupérer. Et donc mieux récupérer, ça va permettre d'éviter les blessures et de pouvoir enchaîner les entraînements. C'est quand même le but dans une prépa. Et l'alimentation, elle aide vraiment à ça. Après, je dis pas qu'il faut être minutieux et focus tout le temps. Si on a envie de sortir le vendredi avec ses potes, on y va quand même, on va pas rester... On peut manger des burgers. Ouais. De temps en temps. De temps en temps, et pas forcément la veille de la sortie longue. Mais... Oui. Mais ok. Donc effectivement, cette alimentation avant la course, dans la préparation, ça joue sur la récupération. Ouais, c'est surtout ça, sur la récupération et le fait de pouvoir enchaîner, quoi. En fait, faut se demander quand on met quelque chose dans son assiette, qu'est-ce que ça va m'apporter pour mon corps et qu'est-ce que mon corps a besoin en fait. Donc si j'ai fait une séance à forte intensité juste avant, que j'ai vraiment tapé dans mes muscles, donc je risque d'avoir des micro-lésions, il y a des petites micro-lésions à réparer. Là, si je mange que des légumes, en fait, je vais rien réparer. J'ai tapé dans les protéines de mes muscles. Il faut des protéines. Il faut des protéines, puisque c'est ça qui a pris dans mon corps. Donc là, après une séance avec une grande intensité, prendre des protéines. Donc c'est plus des petites astuces comme ça à mettre en place. D'accord, donc il y a quand même c'est une toute autre organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'organisation des séances. Quand est-ce que je peux faire mon sport, etc. Parce qu'on le sait très bien. Enfin, je pense qu'il y a avec le travail, avec la famille, éventuellement, les séances peuvent bouger. Donc il faut aussi essayer de faire bouger le menu en fonction, quoi. Après, en général, quand on va voir la séance, on le sait la veille à peu près à quelle heure on peut courir le lendemain. Donc on peut adapter d'un jour sur l'autre et ça permet de pouvoir anticiper ses repas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et il faut un peu jongler entre les entraînements et l'alimentation. J'en avais une, monsieur. Bon, après, c'est pour mon cas, mais il y a pas mal de gens, je pense, qui s'entraînent aussi beaucoup le matin. Ouais. Et tu disais, les séances à jeun, si c'est des séances à haute intensité, c'est pas terrible. Et comment on peut faire justement, parce que souvent, quand on mange juste avant l'effort, c'est pas idéal.
Ouais. Donc, on va avoir des problèmes potentiellement. Est-ce que faut adapter l'alimentation la veille, ou alors on prend une petite collation au réveil et on va faire sa séance après? Qu'est-ce qu'on... Ouais, bah déjà quand on sait qu'on a un entraînement le matin et que ça va être presque au saut du lit, moi je conseille d'adapter quand même le repas de la veille, parce que c'est le dernier repas qu'il y aura eu dans le système digestif, donc qui peut créer soit des ballonnements, soit des troubles digestifs, et qui peut apporter l'énergie. Donc si je sais que j'ai une séance et que j'ai pas le choix, je la fais le matin, bah déjà la veille on va mettre des féculents, parce que c'est ce qui va nous apporter l'énergie pour la séance. Ouais. Et si c'est une séance, donc si c'est un footing à jeun, après on peut y aller. Par contre, si c'est une séance à haute intensité, là quand même, c'est mieux d'apporter. Il y a des boissons d'effort qui existent. Peut-être que, donc ça dépend de chaque personne, donc je peux pas vraiment trancher, mais il y en a peut-être qui, par exemple, une pomme pote avant de partir avec une petite barre de céréales, peut-être qu'ils vont bien le digérer. Peut-être qu'il y en a d'autres, des flocons d'avoine avec un peu de yaourt, ils vont bien le digérer. Là, ça dépend vraiment de chaque personne, donc je conseille d'essayer. Après, il y a des gâteaux sport aussi qui existent, faut savoir, qui sont considérés comme très digestes. Et donc, en fonction de chaque personne, quand même manger un petit truc juste avant pour avoir un peu d'énergie. Du coup, quel type de truc? Oui, quelque chose à indice glycémique. Bah là, c'est plus au niveau de la digestion là qu'au niveau de l'index glycémique. Okay, tu vois, une compote, en général, ça passe bien juste avant. Et si ta séance elle est longue, tu peux. Alors, je sais pas si c'est une boucle ou pas, mais tu peux peut-être prévoir une gourde avec dedans une boisson énergétique avec un peu de sucre. Et si tu repasses sur la boucle, ou si c'est une séance de piste, tu peux peut-être boire régulièrement et ça te fera un apport régulier, quoi. Ok. Et donc du coup, si on résume sur quand on fait de la bonne alimentation pour une séance longue, pour préparer une séance longue d'endurance à faible intensité, enfin ou moyenne intensité, on va être plus sur des féculents. La veille, tu veux dire? La veille, oui. Ouais. Bah, la veille, si c'est le matin. Est-ce que ça a une sinon, incidence? si c'est le midi, si ta séance c'est le soir, c'est le soir, le midi, là, tu fais attention à bien mettre des féculents. Ça va avoir un effet, quoi. Ouais, ça va avoir un effet, Okay. complètement, ouais. Bah, vaut mieux manger ça que. Bah, les protéines, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est les glucides avant la séance et après la séance, des protéines. Pour reconstruire. Et par contre, si tu manges le midi, tu manges à midi pile parce qu'au travail, tu peux pas faire autrement et que ta séance, elle est à 19h30 le soir, là, par contre, faut remettre une petite collation entre les deux. Parce que ça fait éloigner quand même. Ok. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'un plan d'entraînement, tu t'entraînes tout le temps, faut mélanger, comme tu disais en introduction, on fait un tiers de chaque. T'as toujours besoin de reconstruire et de te préparer pour la séance de suivante, tu vois. Bah ça oui, si tu t'entraînes, en effet, si tu t'entraînes tous les jours, dans le cadre d'un plan. Ouais, c'est ça, dans le cadre d'un plan. Après, peut-être qu'il y a peut-être des jours de repos quand même dans la semaine et tout, ou du coup, si t'as fait ta séance de burger le soir. Mais non, mais s'il y a des jours de repos, tu peux aussi adapter et tu peux faire moins attention, quoi. Ouais, ok. Après, là, tu fais peut-être référence plutôt à la partie triathlon, où on s'entraîne plusieurs fois par jour. Ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, la course à pied, on s'entraîne plusieurs fois par jour quand on est vraiment. Oui, c'est vrai que sur un plan d'entraînement, sur un Iron, Après, la digestion n'est pas la même sur un vélo qu'en course, quoi, par exemple. Donc, on n'est pas obligé de manger. Parce que c'est vrai que sur le vélo, on peut manger juste avant, et c'est pas grave si on le digère pas super bien, parce qu'en course, ça va être vraiment gênant, quoi. Ouais, sur une sortie longue, je sais pas, on sort le dimanche, on fait une sortie longue sans borne ou plus. C'est un vrai petit-déj. Là tu peux prendre un vrai petit-déj et t'es pas obligé de prendre 3 heures entre les deux, entre ton petit-déj et ta sortie de vélo. T'as pas le temps, sinon tu te lèves à 3h du mat. Ouais, puis sinon tu fais une sacrée hypo. Enfin, t'es pas au mieux, quoi. Ouais. Et on n'a pas encore parlé non plus de l'hydratation. Oui. C'est quand même un truc. Faut manger, mais faut aussi faut bien boire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec l'hydratation? Pareil, c'est pas un truc qu'on fait juste la veille. On boit tout le temps. On boit tout le temps. Okay. De l'eau. Oui, de l'eau. Pas le reste, ça hydrate pas forcément. Ouais. Non, on boit vraiment. L'hydratation, c'est primordial. Après, pour tout le monde, chez le sportif, encore plus, j'ai envie de dire, mais vraiment. Encore une fois, pour la récupération, ça permet vraiment de drainer les toxines qui ont été accumulées, les déchets musculaires qui peuvent créer après, encore une fois, des blessures et qui peuvent limiter aussi le fait de pouvoir enchaîner les entraînements. Donc vraiment, boire, ça permet de fluidifier le sang. En fluidifiant le sang, du coup, au niveau du système rénal, ça va aider parce que les reins, comme le sang passe par les reins pour faire l'urine, plus c'est fluide, plus ça va être filtré, et donc on va éliminer plus rapidement les toxines. Et une bonne hydratation permet aussi une meilleure régénération de toutes les cellules en fait de l'organisme,
parce qu'il faut savoir que dans toutes les réactions métaboliques du corps, il y a la molécule H2O qui intervient, donc l'eau. Et donc si on veut aider à que le corps se régénère plus rapidement et enlever les cellules vieillissantes pour en mettre des nouvelles plus jeunes et plus efficaces, faut boire en fait. Ouais, faut boire. Et le meilleur moyen de savoir si on est bien hydraté, c'est la couleur des urines. Et alors, c'est quoi l'indicateur ? Faut que ce soit clair. Faut que ce soit clair. Okay. Ouais. Oh, c'est clair. Sinon, c'est pas bon. Ouais. C'est pour ça que tu es venu avec ta gourde d'eau. C'est ça que je voulais dire, ouais. Toujours de l'eau. C'est un réflexe qu'il faut prendre. Et... Ouais, ok, oui. Non, j'allais dire quelle est la bonne quantité, mais en fait, on se réfère à la couleur des urines, tout simplement. Ouais, après, y a quand même des quantités. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir, par exemple, savoir vraiment combien ils consomment d'eau dans la journée. Alors, ça dépend encore une fois du nombre d'heures de sport qu'on fait, mais un sportif peut monter à 2 litres, 2 litres et demi si c'est vraiment une grosse activité physique qu'il fait. Et encore une fois, ça va dépendre des jours et de la chaleur. Si c'est un jour de repos, il va pas consommer pareil que s'il va faire une sortie longue de vélo le matin et qu'il retourne courir le soir. Donc vraiment, ça dépend encore une fois de l'entraînement, du planning sportif, quoi. Ouais, c'est vrai que sur un triathlon aussi, et surtout, je sais pas, un Alpha Ironman ou un Iron entier, la veille, c'est quand même bien de beaucoup boire aussi. C'est toujours des pour conseils drainer, qui sont en fait. donnés. Mais c'est pareil, en fait, dans tout l'entraînement, quoi. Ouais, l'entraînement. Je lisais des sportifs où j'écoutais c'était un ancien pro VTT qui disait qu'il se pesait avant et après la séance pour voir combien d'eau il avait perdu. Et du coup, il disait si j'ai perdu 2 kilos, c'est qu'il me manquait 2 litres, donc il faut que je boive plus que ça. C'est la double pesée, ça s'appelle, le principe de la double pesée. On se pèse juste avant et juste après, mais du coup, il boit pas pendant son entraînement et il voit du coup au niveau de la transpiration, sur 1 heure d'effort, combien il a perdu. Du coup, c'est que de l'eau qu'il a perdu. Et il sait que sur 1 heure d'effort, s'il a perdu 500 grammes, il doit boire 500 millilitres d'effort sur 1 heure. Pas boire pendant l'effort, je trouve ça. C'est contrôlé, c'est pour avoir un indicateur. C'est plus te dire, faut que je boive plus que ça. Ou... Après, quand on a soif, en vrai, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'on est déjà déshydraté. Pas bon signe. Pas bon signe. Et avant, justement, si on prépare une séance, est-ce que tu conseilles de boire aussi des boissons spécifiques? On voit de plus en plus, alors c'est peut-être du marketing, mais des boissons avant, pendant, après l'effort. Est-ce que... après, les boissons, ça dépend ce qu'il y a dedans. Quoi. Si c'est après l'effort, oui, ça peut être intéressant. S'il y a des électrolytes, des minéraux qui vont permettre d'accélérer le processus de récupération. Pendant l'effort, c'est des boissons d'effort, donc là, qui vont avoir plus de sucre. Et avant... je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans, mais... Je sais pas, mais j'avais vu des trucs pour boissons marathon à boire en attendant. Ouais, il y a des boissons d'attente, je sais, mais après, faut regarder la composition. C'est une boisson d'attente qui a déjà trop de sucre, en fait, surtout sur un marathon, sur un effort de longue durée, pas forcément un marathon. En fait, ça sert à rien de partir avec directement trop à la rigueur, sur un 5 km, 10 km. Pour un sprinter, par exemple, ça peut être intéressant aussi. Mais pour un effort de longue durée, avoir trop de sucre d'un coup... ça sert à rien parce qu'on n'aura plus rien au 4e, 5e kilomètre. Rideau. C'est ça. Et du coup, donc là, on est plutôt sur la partie avant. Quand on arrive justement pendant la course, comment est-ce qu'on gère justement cette alimentation? Alors plutôt sur des courses un peu longues, mais si on commence à faire du marathon, semi-marathon et après sur half ou sur Iron ou sur de l'ultra, Ou de l'ultra, ouais. Ou de l'ultra. Comment quels sont les grands principes justement à respecter pour éviter peut-être de faire des pics ou de boire trop tard, ou est-ce qu'il y a des choses en gros, on recommande que dans la boisson, il y ait 60 grammes de glucides sur 1 heure, sur l'heure d'effort. 60 grammes de glucides. De glucides, donc c'est au niveau de la boisson. Que dans la boisson? Un apport de 60 grammes de glucides sur 1 heure d'effort. Alors, sur 1 heure, non, mais quand on va passer 2 heures, par exemple, sur la 2e heure, il y a 60 grammes de glucides. C'était ça la question. Ouais, non, je sais pas si j'ai dévié, je crois. Que ce soit dans la boisson ou dans l'alimentation. Oui, c'est ça, que ce soit dans les gels ou dans l'alimentation, dans tout ce qu'on veut. Après, si c'est un effort, donc ça dépend du type d'effort. C'est vrai que c'est un effort qui va durer 1h30, 2 heures. Là, ça va être la priorité va être mise sur les glucides. Après, par contre, plus l'effort va être long, plus va peut-être falloir mettre des électrolytes pour éviter justement les crampes musculaires. Donc électrolytes, ça va être potassium, sodium, calcium, magnésium. Donc là, c'est plus on avance dans le temps d'effort, et après plus on va encore aller loin dans le temps d'effort. Donc pour les ultras par exemple, là on va commencer à mettre aussi des protéines dans la boisson d'effort, parce que là on tape vraiment dans les muscles.
et on peut pas se permettre que les protéines soient la filière énergétique en fait. Parce que là, on risque de se blesser et on va plus du tout être performant en fait. Donc il faut plus on recharger avance, en même temps, plus on avance, plus on peut commencer à mettre des protéines. C'est pour ça que pendant le Biking Man, quand on s'arrêtait... Alors, ouais, Biking Man, par exemple, on a fait exactement tout ce qu'il faut pas faire, je pense. On se faisait des petits snacks avec. T'as pris quoi? J'ai pris un Mars, un Twix, 2 Coca et une Red Bull. Et après, on était down. Voilà, pour les mauvais exemples. Faut pas sur du long en plus. Donc, juste la petite parenthèse sur les électrolytes, tu mentionnes donc plein de minéraux. Ils sont souvent présents dans les boissons. C'est ça qu'on retrouve. Ça dépend la boisson en fait que tu vas prendre. Toutes les pastilles qu'on retrouve souvent. Les pastilles d'électrolytes, là tu vas avoir souvent ceux-là, ouais. Et en fait, quel est le rôle de ces minéraux? On en a besoin, j'imagine, et ils aident à hydrater davantage le corps. Alors c'est pas pour l'hydratation, c'est plus pour tout ce qui va être les réactions métaboliques qui se font pendant l'effort en fait. Comme tu es tout le temps en train de pendant un effort, il y a tout le temps de la contraction musculaire qui se fait. Il y a plein de réactions qui se font dans l'organisme parce que tu vas aller chercher de l'énergie à tel endroit. D'un côté, tu vas avoir besoin de sucre pour le cerveau, tes muscles vont se contracter. Donc pour tout ça, en fait, dans toutes les réactions métaboliques, tu vas avoir des petits minéraux qui vont intervenir à des endroits différents, tu vois. Okay. Et au bout d'un moment, si t'en as plus dans l'organisme, ton corps il peut plus quoi, il peut plus le faire. Donc c'est pour ça que plus t'avances dans la durée, plus va falloir apporter ce que ton corps va te demander en fait. Et justement, tu parlais de 60 grammes de glucides par heure, c'est ça? Nous, on s'était posé un peu la question pendant l'Ironman. C'est pas facile à ingérer, en fait. Ça fait beaucoup de gel ou beaucoup de barres. On regardait un peu les teneurs. Je sais plus, dans les gels, il y a souvent 10 grammes de glucides, 10-15. Et dans les barres, c'était un peu pareil. Et on se disait, il fallait... tous les quarts d'heure en fait manger quelque chose pour regarder alors après ça dépend des gels parce que il y en a qui vont être plus dosés quand même que d'autres, donc faut regarder la composition, mais comme si c'est sur 1 heure d'effort, en effet tu peux fractionner ton apport en glucides, et si t'es sur le vélo par exemple pendant ton triathlon, tu mets dans ta gourde aussi et tu fais un apport régulier de sucre qui est plus facile à prendre que si c'est du solide quoi. Dès que c'est liquide c'est un peu plus facile quand même à prendre. Tu manges un peu en continu C'est ça, ouais. Ouais, c'est ce que j'avais fait personnellement sur l'Iron, sur le vélo. Tu parlais tout à l'heure du fait que si tu ressens la sensation de soif, par exemple, c'est déjà trop tard, t'es déshydraté. C'est vrai que c'était pas mal sur les compteurs GPS du vélo. J'avais une alerte. J'avais une alerte toutes les 10 ou 15 minutes. Ah, pour dire de boire ? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est vrai que tu peux être pris dans l'effort, tu te rends pas compte quoi, mais déjà... Puis t'as tendance à retarder aussi, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que même pour le gel et tout, tu te dis bon là je suis bien, je vais attendre encore un peu. Au final en fait non. Autant le prendre, faut pas c'est ça. Sur l'Iron je m'étais forcé, hein. Pareil, je regardais tous les quarts d'heure, je mangeais une petite bouchée de bar ou autre, mais... Ouais, c'était difficile, et il y a un truc qu'on n'a pas abordé, que aussi je sais pas, l'effet fatigue un peu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi au bout d'un moment je pouvais plus manger la même barre. Et même pendant le marathon, on avait des gels et tout, et les gels à un moment j'en pouvais plus, et j'avais des espèces de je sais pas, de petites gommes que tu peux mâcher. Et j'arrivais pas à mâcher en fait, ça passait pas. Du coup j'ai fait 2 bouchées, j'ai recraché, le corps voulait plus quoi. Après la sensation de faim aussi pendant un effort, normalement on n'a pas faim pendant un effort parce que en fait il y a le système sanguin, il va il peut se vasodilater ou il y a vasoconstriction ou vasodilatation, et soit il va au muscle, soit il va au système digestif. Donc pendant l'effort, pendant qu'on est en période d'effort, il va y avoir une vasodilatation au niveau de tous les muscles qui ont besoin d'avoir un apport rapide de sang. Et donc il y a vasoconstriction au niveau du système digestif. Du coup, on n'a pas de sensation de faim. Du coup, en fait, t'es beaucoup moins irrigué au niveau de ton système digestif. Et ce qui fait aussi que quand tu vas apporter un truc, il peut mettre du temps à digérer. Ça peut provoquer des troubles digestifs parce que là, ton sang, il se dit d'un côté, il faut que je digère, et d'un côté, il veut du sang dans les muscles. Donc, je fais quoi, perdu, Donc, c'est pour ça qu'il faut l'habituer aussi à manger pendant l'effort. Et est-ce que justement, tu as des aliments un peu sympas à manger pendant l'effort que tu recommandes? Je sais que sur les ravitaux, on trouve souvent
des fruits, des fois des trucs un peu salés aussi. Je sais pas, voilà, est-ce qu'il y a des choses un peu Ouais, bah après ça intéressantes. C'est chacun. je pense que c'est un peu chacun soi et chacun fait au niveau parce que tout le monde est différent au niveau de la digestion et au niveau de comment on l'a habitué aussi pendant les entraînements quoi. Il y en a qui vont peut-être très bien digérer les tucs là, je sais que ça se fait beaucoup sur les courses. Il y en a peut-être qui vont préférer tout ce qui est sucré, donc prendre plutôt des oranges, des raisins secs. Donc là ça dépend vraiment de tout le monde. Après les raisins secs c'est quelque chose qui a quand même beaucoup de fibres, donc normalement c'est pas hyper digeste, mais bon il y en a quand même beaucoup sur les ravitaux, donc je pense que facile à emporter. Ouais. c'est ça, ouais. Puis ça fait du sucre rapide, quoi. C'est sûr qu'il faut pas tester des nouveaux trucs durant l'épreuve, quoi, qu'on n'a pas testé en entraînement. C'est pas ouf. On le redit, puis on le fait à chaque fois. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait sur l'Iron quand je commençais le marathon. Je sais pas, deuxième, troisième ravito, je prends un peu de coca, quoi. Je sais pas pourquoi. J'avais jamais pris pendant l'effort. Et vous étiez là avec Geoffroy, quoi. Enfin, j'avais le bide en vrac et je me disais mais c'est pas possible, je vais m'arrêter. Et donc du coup j'ai arrêté de prendre des ravitaux. Je prenais que de l'eau au ravito pendant 4-5 et j'ai réfléchi à ce qui m'a mis comme ça. Et j'ai compris que c'était le coca et après au bout d'un moment quand ça allait mieux j'ai commencé à reprendre d'autres trucs au ravito. Du coup t'as fait longtemps sans sucre. Ouais, j'ai le coca fait qui était un peu après il y avait des ravitaux 4-5 ravitaux. Il y avait des ravitaux assez souvent, ça s'est rapproché. Toutes les 2 bornes. Mais ouais, je pense que j'en ai passé 4-5 avec de l'eau parce que je voulais attendre que ça aille mieux, quoi. Et c'est passé. Ouais, et après j'ai pas repris du coca. Mais voilà, l'erreur totale, quoi. Ouais, moi j'ai fait pareil. De faire ça alors que je jamais fait. J'ai testé la Red Bull et pas du tout réussi. C'est une bonne erreur de débutant. Bah ça en plus sur la course ça accélère le rythme cardiaque donc. J'étais pas ouf non plus quoi, puis c'était déjà en. Ouais, il y avait Gatorade et Red Bull. Qu'ils en donnent sur les efforts longs, on en voit souvent sur les triathlons. Après la Red Bull ça marchait bien sur le Biking Man pour rester éveillé. Ouais, mais voilà, c'est pas le même. Pour des fins oui, pour rester éveillé parce que t'as le cœur qui est plus. Quand on roule la nuit ou des choses comme ça, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas mal quand on était en bout de course un peu, quoi. Ouais. Chaque jour. Comme un café, quoi. Si tu prends un café, ça c'est ça. On faisait café, Red Bull et Mars et tout ce qui et tout ce qui va bien. T'avais une question tout à l'heure ou je t'ai Non, c'est. Et du coup, pendant la course, t'en parlais tout à l'heure sur les fibres. Est-ce qu'il y a au contraire des choses à éviter? Que ce soit la veille ou le jour de course, mais voilà, des aliments où on sait qu'on risque de le payer. Tu disais peut-être trop de fruits, trop de légumes, trop de... Ouais, la veille de course déjà, c'est sûr qu'il faut éviter tout ce qui va être avec beaucoup de fibres, donc tous les fruits et légumes qui sont crus, toutes les crudités, les épices aussi, tout ce qui est épicé, parce que tout ce qui fait accélérer en fait le transit et qui fait aller aux toilettes, va falloir éviter. Tous les aliments qu'on connaît pas, donc qu'on n'a jamais testé, on les teste pas la veille de la course parce qu'on a lu dans un magazine qu'il fallait absolument manger la spiruline. Juste avant, non, on prend pas. Et on privilège par contre, tout ce qui va être digeste et qu'on sait qu'on va bien digérer, quoi. Comme ce que tout à l'heure, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais pendant la course, en fait, on va prendre vraiment que ce que le corps a besoin. Donc il a besoin de glucides si c'est un effort moyen au niveau de la durée. Donc là, en fait, c'est vrai que prendre s'il y a de la charcute sur les ravitaux et tout, ça sert à rien en fait. Donc prendre que ce qui est vraiment utile au moment de la course, quoi. Et il va pas y avoir beaucoup de fibres, il va pas y avoir beaucoup de graisse, beaucoup de protéines, en fait, juste on va à l'essentiel, quoi. Pas de trucs compliqués à digérer. Pas de trucs compliqués à digérer, quoi. Ok. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parlais de la charcute parce que on parlait de casquette verte tout à l'heure, alors plutôt sur de l'ultra, j'ai l'impression. Mais il nous parlait un peu des différentes courses en disant putain, ça là elle est trop bien parce que les ravitaux, il y a de la charcute, il y a du saucisson, du fromage. Voilà, après sur l'ultra, c'est un effort qui est différent, donc c'est vrai que t'as besoin de sel encore, tu vois, t'as un peu besoin de prod, donc c'est vrai que ça peut être. Il prend son petit pot de. Il prend du sel aussi maintenant. De baleine là. La baleine de sel, quoi, carrément. Carrément. Ouais, il nous racontait, c'était sur la. Pour les je crois que c'était la Diagonale des Fous où il y avait eu il n'y avait plus rien qui tournait et le mec lui a servi un shot de sel dans de l'eau, un verre plein de sel, et il dit depuis je me balade toujours avec ça parce que il avait une petite défaillance là. Mais je pensais à ça quand on fait des sorties longues vélo, surtout l'été. Alors après ça dépend de chacun, mais Joji par exemple il a souvent plein de sel sur la trifonction. Et tu vois qu'il a vraiment perdu du sel, quoi. Ouais, clairement. Et là, du coup, c'est qu'on doit manquer de quelque chose aussi dans. Du coup, tu manques de sel minéraux, Donc là, des boissons tout simplement.
Et du coup, la veille de course, tu prends... en fait, t'essayes de tout manger ce qui va passer le mieux. Donc, c'est plus pas un fruit cru, mais plutôt une compote. Tu peux, si tu veux absolument un truc, tu prends une soupe. Si tu veux absolument des légumes, parce que tu les fais en soupe. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les féculents, tu prends des féculents raffinés. Là, tu vas pas prendre des féculents complets que tu sais pas comment tu vas digérer. Voilà. La fameuse pasta party, ça a de l'intérêt, du coup ou... Pour les féculents, la pasta party, c'est bien, ouais. Avec, Mais pas complet. Pas complet Pas du coup. complet, La ouais. pasta partie Donc, raffinée. C'est ce qu'on... Ouais. T'évites toutes les matières grasses, tout ce qui est grillé, tout ce qui est frit, tout ça tu fais pas quoi. Tu manges un peu. C'est pas fun le repas de la veille de d'accord, course. ouais, Hein. c'est ce que j'allais dire, C'est un peu vraiment- blanc et tout est bien cuit, tout est un peu liquide. Et le petit-déj pré-course, pareil, on respecte un peu les mêmes règles, on évite de manger trop de fruits. Gâteau sport. Ouais, alors le gâteau pré-course, moi je conseille déjà de le tester sur les séances en fait. Donc si tu sais que tous les dimanches t'as ta sortie longue, et tu testes ton petit déj de compète le dimanche déjà à l'entraînement pour voir que tu le digères bien et que surtout que ton corps soit habitué à avoir ça et donc il sait comment l'assimiler rapidement. Il le connaît en fait. Donc pareil, on teste pas un petit déj qu'on a jamais fait. Au niveau des quantités, on reste pareil comme d'hab, on change pas. Je vais faire le plein et je vais exactement. surcharger. Faire le plein parce que là j'ai besoin de plein d'énergie, non, parce que tu vas pas digérer en fait derrière, donc pas trop d'intérêt. Et donc tu restes sur ce que tu connais et là petit déj avant course, comme c'est juste avant la course, tu privilégies les glucides quoi. Et on parle justement aussi pas mal de recharge de glycogène. Ouais. C'est des choses qui se mettent en place, qui sont intéressantes à Alors recharge travailler. de glycogène, c'est donc pareil, ça va être pour les courses qui vont être supérieures à 1h30 d'effort, voire 2 heures, donc plus pour les marathons ou les ultras ou les triathlons. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait sur une semaine, en fait, la semaine de course. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en début de semaine, sur du 1er au 4e jour, c'est que tu diminues vraiment ta quantité de glucides et tu gardes une bonne intensité d'entraînement. Okay. Et là, tu as une enzyme qui va être sécrétée par l'organisme qui va être... parce qu'en fait, comme tu n'as plus beaucoup de glucides et de glycogène dans tes muscles, puisque tu vas quand même continuer l'entraînement, tu vas l'utiliser ce glycogène. Donc, tu as une enzyme qui va se mettre en place qui accélère le processus de glycolyse. Et après, donc, quand tu arrives au 4e jour, l'idée, ça va être de augmenter, donc faire la recharge en glycogène. Donc, tu augmentes là tes apports en glucides et tu diminues ton entraînement. Comme ça, en fait, comme tu auras encore ton enzyme qui va être présente, tu vas recharger bien en glucides et ils vont vite être stockés au niveau de tes muscles et donc de tes réserves. Tu vas pouvoir avoir un stock de glycogène qui va être supérieur à ce que tu avais avant. Donc si je caricature, en gros tu vides les réserves au max. Exactement. Et après tu essayes d'en emmener plus que ce que tu avais avant ça. parce que cette enzyme a été sécrétée avant. C'est ça, exactement. Okay. Qui t'aide à recharger. Ouais. Ok. Et par contre, là, ce qui est un peu piégeux sur la recharge glucidique, c'est que vraiment sur la fin de semaine, il faut vraiment diminuer l'entraînement. Sinon, ça n'a pas d'impact, en fait, parce que si tu diminues pas ton entraînement ou que tu gardes une grosse intensité, en fait, ce que tu vas... tes glucides, ils vont être utilisés pour ton énergie et ils vont pas être rechargés. Ils vont pas les recharger tes muscles et ton stock de glycogène, pour quoi. la course, donc, et tu vas être rincé pour la course. Mais... Erreur totale. Erreur. Donc là, ça peut se faire dans des périodes d'affûtage, là. Sur les triathlons, souvent dans les plans, t'as les... sur la dernière semaine, en fait, ouais. Même en course à pied, il y a des périodes d'affûtage avant la... Mais j'avais un plan d'entraînement où il me recommandait de faire des séances à haute intensité la veille pour vider justement les réserves et le lendemain de refaire une séance à jeun pour habituer le corps à changer de filière sûrement. Moi je pense que c'est pour les filières énergétiques. Je détestais ces séances. C'est dur en fait. Ouais. Du coup tu sens que t'as pas ce plan était beaucoup trop ambitieux pour moi. Clairement. Du coup tout s'est bien passé, on a fait la course ou l'entraînement, donc là on est ok. Et juste maintenant qu'on vient de finir, on entend aussi pas mal parler de fenêtre métabolique, si je dis pas de bêtises. Fenêtre métabolique ou anabolique. Voilà, de se dire, ok, je viens de finir. Mais c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. J'ai une fenêtre de tir, en gros, où je peux recharger plus efficacement la machine. Ouais. Comment ça se passe de ce côté-là ? Est-ce qu'il y a 2-3 conseils aussi ? Ouais, alors la fenêtre anabolique ou métabolique, c'est un laps de temps qui est à peu près de 40 minutes après l'entraînement. Donc c'est un entraînement quand même qui a été à une haute intensité. C'est pas sur un footing de 40 minutes, c'est quand on a fait une grosse séance ou que ça a duré longtemps. C'est pas sur tous les entraînements, quoi. Et donc là, il y a 40 minutes à peu près où le corps va en fait pouvoir
au niveau des protéines, reconstruire plus rapidement le muscle et pouvoir que les protéines aillent plus vite dans le muscle pour les réparer. Donc ça, c'est intéressant en fait sur cette période de 40 minutes de vite prendre des protéines, vite en manger en fait, pour pouvoir reconstruire plus rapidement les fibres musculaires. Après, ces 40 minutes, c'est pas parce qu'on dépasse les 40 minutes que c'est plus du tout utile de prendre des protéines après l'entraînement. l'effort, ouais. C'est juste que c'est plus efficace. C'est juste ça. Donc ça optimise encore un peu plus la performance et l'alimentation, quoi. D'accord, et c'est juste après des séances longues Ou intenses. à très Ou forte intense, quoi, intensité. ouais. C'est quand tu t'as vraiment tapé, quoi, que tu sens que t'es mort, t'es cramé. Tu dis, bon, bah, je prends des protéines les 40 minutes qui suivent, quoi. Déjà, ça veut dire qu'il faut faire des séances où t'es cramé. Où Quoi. tu tapes un peu, ouais. Ça peut faire mal un peu. Il quand y même. en a quelques-unes de temps en temps. Et pareil, hydratation, on boit le plus possible. Enfin, le plus possible. Ouais, l'hydratation, On boit on peut y aller, Tout le temps, pas trop toute la de journée. règles, ouais. Que ce soit avant, après ou pendant l'effort, en fait, faut tout le temps se dire, si tu te poses la question, bah, bois, en fait. Et la bière de récup, non, ça marche pas. Faut pas Bah, poser là, ça. C'est un mythe. L'équilibre poser la acido-basique, question. là, du coup, il est plus trop respecté. J'ai lu un article il y a pas longtemps ouais, sur la bière après l'effort. Apparemment, c'est plutôt un mythe. Ça n'aurait aucun intérêt. On y croyait Je pense que pourtant. c'est contre-productif. Sauf une bière sans alcool. Ah. Où là, peut-être, ça se développe de plus en plus. Il y en a des bières sans alcool d'effort. Enfin, ou post-effort. C'est vrai. On passe le bonjour à Romain qui nous avait offert Tout à fait. des bières. Ouais. Des bières de récup justement de sportifs qui distribuaient sur des épreuves et tout ça. Il y en a de plus en plus, effectivement. Et ben écoute, merci beaucoup pour ces précieux conseils et ces éclairages, parce que c'est vrai que on dit souvent que c'est la 4e discipline et on a tendance à se mélanger un peu les pinceaux et à pas toujours savoir quoi manger et à faire potentiellement n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir... C'est un peu l'entraînement invisible Exactement. de la C'est ça. performance. C'est dur à bien être organisé pour suivre ça et avoir aussi de prendre la mesure de l'impact que ça peut avoir sur ses entraînements et ses performances. Donc, Bah, on l'a vu au biking, dès qu'on mangeait n'importe quoi, une demi-heure après, il fallait recharger les batteries. ouais, je pense qu'on a fait vraiment n'importe quoi. Après, on trouvait ce qu'il y avait dans les... Oui. Ouais. Vous avez Après, que- c'est aussi surtout pour les blessures. Hein. Pour vraiment récupérer les blessures, l'alimentation, c'est hyper important, quoi. La bière le soir, c'était pas terrible. Ouais. Je sais pas si on a balayé. Il y a peut-être pas d'autres sujets que tu voulais Non, moi, c'était... aborder. Ouais, je pense qu'on a. Top. On a eu une bonne vision de ce qu'il faut faire, idéalement. On a une dernière question traditionnelle au Tout à fait. PPTC que je vais laisser à Thibaut, puisque c'est sa question Qui va fétiche. complètement à l'encontre de cet épisode, c'est quelle est ta bière préférée et Bah, du coup, moi, je bois pas d'alcool. Donc, pas d'alcool. Pas de bière. Donc, quel est ton jus de fruits préféré? bah là, on m'a ramené un petit jus de fruits fabuleux chez Innocent, qui est très bon. Donc, Avec de la spiruline. avec de la Je spiruline, le connais ouais, très bien exactement. celui-ci. Goyave, citron vert, pomme, eau de coco, spiruline. Ah non. Et des vitamines dedans, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais rallonger un peu l'épisode, mais peut-être une Spiruline. dernière question. Des compléments alimentaires, t'en as parlé un peu, mais Ouais. c'est des compléments alimentaires. Ouais, On est c'est des d'accord qu'on compléments ne alimentaires, peut ouais. pas avoir une alimentation dégueulasse. Et, Basé sur des... Ouais. Ouais, non. Mais qu'est-ce que t'en penses et quel rôle ça peut avoir ça peut être intéressant aussi de compléter. Ouais, ça peut être intéressant. Non, oui, ça peut être intéressant. Ça peut toujours aider si on sait que, bah, par exemple, là, on est en hiver, la vitamine D, c'est vrai que, parce que c'est avec le soleil qu'elle va être synthétisée, bah, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire, peut-être faire une complémentation en vitamine D, ça fera pas de mal. Au pire des cas, de toute façon, ça part aux toilettes, donc ça peut pas te faire mal. Après, par contre, faut pas être non plus dans l'excès. C'est vrai que on va pas se prendre Avoir un pilulier avec 10 pilules chaque jour. Ouais, non, faut pas être. Par exemple, pour les filles, c'est vrai que le fer, ça peut être intéressant au niveau du cycle menstruel et tout, de faire de temps en temps des petites cures de fer si elles font beaucoup de sport. C'est vrai que ça peut être un petit plus et ça peut éviter les petites carences à droite à gauche. Magnésium Quoi. aussi, des trucs comme ça. J'allais dire, magnésium, on en parle souvent Spiruline. Spiruline, non. Spiruline, alors c'est pas un complément alimentaire parce que c'est un aliment en fait, la spiruline. C'est une algue, Donc c'est ça à la base. c'est plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus que. C'est comme une petite épice en fait, quelque chose qui va. Les compléments alimentaires, c'est dès que ça va toucher aux micronutriments, le magnésium, le calcium. Tout ça, c'est des compléments alimentaires. Ouais. Ok, très bien.
Merci beaucoup pour tous tes conseils, c'était très instructif. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver sur Instagram ou Pour suivre tes Strava, performances sur le marathon de Valence notamment. Si on veut avoir des conseils personnalisés également sur la nutrition et qu'on prépare Tout une à course, pour pas faire n'importe quoi en amont et le jour J. Alors moi je suis sur Instagram et Strava justement, Alice Michel, et sur Instagram c'est Alice-MCHL. Donc j'ai un site internet si on a qui veulent des conseils un peu plus personnels. Et te contacter, oui, Et pour me la contacter, nutrition, effectivement. Et on peut suivre le Zoom World Runners Ouais, exactement. Club maintenant. Exactement, FFA. Sur Sur Instagram, Instagram. on connaît que Instagram, je sais pas si on peut vous retrouver ailleurs. Non, après Mais, après c'est privé, c'est en interne, Ok. sur Facebook et tout. Donc c'est zoom.volt.runners Ouais, c'est ça, sur Instagram. Go fast or be last. Voilà, exactement. très bien. Et nous, où est-ce qu'on peut nous suivre, Thibaut ? Ah là là, nous on peut nous suivre sur Instagram. Tout à fait. Tout à fait, c'est pptc_tri. On peut nous suivre également sur Facebook, on a YouTube aussi. Et Strava. Et évidemment Strava, on peut rejoindre le club sur Strava, PPTC. Tri. Je sais plus. Je sais plus, tapez PPTC, ça Il rappelle jamais. nous fallait juger. N'hésitez pas à rejoindre le club et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast, à nous mettre un petit avis sur Apple Podcast, 5 étoiles minimum. Voilà. Et sur Spotify aussi, sur la version mobile uniquement, je crois qu'on peut mettre 5 étoiles aussi. Si vous avez apprécié le podcast et si vous l'appréciez encore, n'hésitez pas parce que ça nous aide beaucoup à le faire connaître. Puis ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir. Ouais, on a un petit mot des fois de temps en temps sur Apple Podcast, ça fait plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup Alice. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez merci. pas que l'important, C'est le club. Merci à vous. Au revoir. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.